Une première en quelque sorte, puisque nous nous connaissons quelque peu avec Anne-Lise. On le rappelait le jour du vernissage, on rappelait une visite que nous avions faite, Jean-Marc et moi, à l'atelier à New York. Mais pour ma part, je n'avais pas eu l'occasion de retrouver Anne-Lise, mais nous voilà à nouveau et dans une complicité, je suis sûr, que va porter cet entretien. Alors, comme il est de saison, de coutume dans cet exercice, je voudrais juste préciser une petite chose. Sur le cartel biographique d'Anne-Lise Coste, j'ai fait un petit oubli, un double oubli d'ailleurs, de deux autres galeries. Alors là, je vais te laisser dire, en dehors de celle de Zurich et de Stuttgart, parce que c'est important comment tu viens de m'en parler, puisque tu m'as fait l'observation. Bonsoir. Oui, il y a aussi la galerie Hélène Desbrugnes qui se trouve à Amsterdam, et puis la galerie Nogueras Blanchard qui se trouve à Barcelone et Madrid. Voilà. Oui, j'ai fait la remarque parce que je ne suis pas tatillonne sur mon CV, je m'en fiche, mais pour le coup, mes galeristes, si, j'y tiens parce que je disais donc à Philippe, c'est une famille. C'est par exemple la galerie Auf à Stuttgart, j'ai dit 17 ans, mais ça me fait... Bon. Mais il me semble que c'est plus de 15 ans qu'on travaille ensemble, donc voilà. Oh bah alors ça peut faire 17. Voilà, c'est une collaboration de longue haleine, et puis oui, il n'y a pas de galerie, il n'y a pas de hiérarchie. J'ai vraiment décidé qu'on travaille tous ensemble de façon horizontale. Alors d'emblée, voyez-vous, je suis comblé, parce que elle vient de dire, j'ai décidé que cette collaboration serait faite de manière horizontale et égalitaire avec chacune des galeries. J'ai toujours défendu l'idée que les artistes, c'est eux qui doivent mener la barque. D'abord, ils sont en haut de la pyramide, vous enlevez les artistes, il n'y a plus de galerie, il n'y a plus de critique d'art, vous n'êtes plus là, il n'y a plus de fondation, voilà. Et j'aime beaucoup cette posture, sans que ce soit une posture d'autorité impériale, ce qui n'est pas le cas, elle n'a pas de couronne. Et comme elle l'a dit, et ça c'est vrai que ça m'a directement touché, vous voyez, c'est une manière d'entrer justement dans la connaissance, non seulement d'un travail, mais d'un individu, évidemment, parce que c'est totalement indissociable. Comment elle a parlé de famille, ça pour moi c'est très très important. Sans doute parce que, d'ailleurs, j'ai été initié à ce monde de l'art contemporain au début des années 80, dans un moment assez exceptionnel et très effervescent, où il y avait une figure marchande très importante, qui était Yvon Lambert. Et je peux vous dire que Yvon Lambert avait un talent pour rassembler autour de lui un certain nombre de personnes, et on était une espèce de famille. Et c'était très très bien, avec des artistes, des critiques, des collectionneurs, et ça c'est important. Donc merci. Alors, vous parlez donc et vous présentez le travail et la démarche de Anne-Lise. J'ai repris cette photo qui, je crois, faisait l'argument iconographique du carton ou du petit document qu'on vous distribue. Alors Anne-Lise, je voudrais juste que tu poses quelques petits jalons de ta formation, parce que c'est important, comme ça l'est quand je vais visiter un artiste que je ne connais pas, et pour le public qui est amateur, c'est aussi très important, de savoir un petit peu quel est le parcours. Donc, né à Marignane, c'était écrit, l'école des beaux-arts, c'est où et quand, en Bretagne? 2 ans. Je croyais que les beaux-arts se faisaient en 3 ou en 5. Oui, j'ai fait 2 ans, je subis le sexisme ambiant de Marseille archaïque, qui est toujours dans son jus. Ça veut dire des profs qui pointent le manque de seins ou le manque de fesses aux filles. Oui, les garçons, je crois qu'ils les laissent tranquilles, mais en tout cas, les filles, quotidiennement, on est, maintenant on dit le mot, harcelées
par les profs masculins. Malheureusement, ça m'a pas laissé un bon... Ça t'a pesé à ce point. Ça m'a beaucoup pesé. Je trouvais ça évidemment très injuste. Et puis bon, il y avait au Beaux-Arts, on a plutôt 18 ans. Moi, j'étais armée, j'avais 22 ans, alors je disais qu'ils aillent se faire foutre, mais ça me pesait. J'ai trouvé refuge à la bibliothèque, une très belle bibliothèque, très bien fournie, et une super bibliothécaire qui s'appelle Cécile Liger, peut-être elle te parle, Fanny Liger de Nîmes, son papa est écrivain. Enfin, Liger de Nîmes, oui, voilà. Ça, oui, d'accord. Et donc c'est elle qui, comme je l'ai dit la dernière fois, m'a dégrossi intellectuellement. Initié, merci. Oui. Bon, j'étais ignare. Mais alors, je relève, et on a tous relevé, que tu es arrivé à l'école à 22 ans. De fait, puisque tu es né en 73 et que tu y arrives en 95 et que tu en sors en 97. Entre 18 et 22 ans, est-ce qu'on peut savoir... Je dis 18 parce que c'est l'âge du bac. Je suppose que tu as passé le bac, que tu as eu le bac, comme tout un chacun, non? J'ai eu le bac avec 11 points de retard, à 17 ans et demi. Et donc on me fait quand même aller au rattrapage. Et encore au rattrapage, il me manque des points. Et on me donne le bac et je vois écrit au crayon, mais plus. Bon, oui. Bon, c'est pas le bac. Bon, ils me l'ont filé. Bon. C'est gentil. C'est des pratiques peut-être du Sud. On ne l'a pas, on vous le file. Et alors, juste pour savoir, parce que moi je ne sais pas et ça me rend curieux évidemment, donc entre le moment où tu as le bac et le moment où tu rentres à l'école des Beaux-Arts, qu'est-ce qu'il y a quand même du temps qui s'écoule? Je zone, je me souhaite la mort. J'aimerais me droguer, mais j'y arrive pas parce que mon corps prend pas. J'ai peur, bon, enfin, alors j'essaye un peu le cannabis. Enfin, à Marseille, c'est le hashish. Bon, déjà, je sais pas rouler, et puis je sais pas, ça me plaît pas. L'alcool, ça passe pas non plus. Enfin, voilà. Donc, je zone sur un banc et je dis c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment je vais faire? Et la raison pour laquelle tu es allé vers l'art? Parce que ma chère mère, j'allais dire paix son âme, elle n'est pas morte. De l'art de l'anticipation. On la salue. Elle n'est pas dans la salle. Elle est pas, oui. Je mets ma main sur le cœur. Chère mère, vraiment, me trouve une formation d'apprenti graphiste pour la jeunesse désœuvrée française. Je me retrouve donc dans une classe d'une vingtaine d'élèves. La prof pressant qu'il y a de l'art dans l'air à mon égard, parce qu'un jour je reviens, j'ai récupéré un pot d'échappement sur la route et je l'ai soigné. Il y en a beaucoup à Marseille. C'est ça. Je l'ai soigné avec de la gaze et comme ça. Du coup, elle me trouve un stage à Marseille dans une agence de graphisme, Bic et Book. C'est du graphisme culturel, théâtre, comme ça, cinéma. Et puis le mec Vincent Henrault, quelques jours après que je commence, me regarde derrière le computer et me dit « Mais Annelise, tu n'es pas graphiste, tu es artiste. S'il te plaît, présente-toi aux Beaux-Arts. » Mais quand tu étais plus petite, tu dessinais beaucoup ou pas du tout? Pas du tout. Ah oui, pas du tout. C'est intéressant. Donc c'est une révélation tardive. Il paraît que je disais que je voulais être artiste. Ah. Moi, je m'en souviens même pas. Ce dont je me souviens, c'est le joug parental. Bon, je fais dans le misérable, mais bon, voilà. Ils m'ont fait chier, mes parents. Je pense qu'ils avaient une image de la petite fille qui se tient bien à table et qui fait pas de bruit. Du coup, quand ils me disaient « Bon, tu veux jouer un instrument? Ouais, de la batterie, non. Tu veux faire du sport? Ouais, du foot, non. » Et bon, voilà. Donc, je pense que j'ai un peu éteint ma personnalité quand j'étais petite. Du coup, j'ai fait de l'asthme. Important d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure. Voilà, et ben c'est très bien, voilà qui est bien calé, bien... Alors, dans le montage que j'ai fait d'images, comme à chaque fois je me donne
ce plaisir, en fait. Après cette image, effectivement, dont tu as parlé un peu rapidement, parce que finalement, tu as dit que ce que je ne savais pas, que Jean-Marc demandait à l'artiste de choisir une image qui le représente. Et c'est intéressant parce que finalement, tu te mets... On ne sait pas exactement, on ne sait pas si tu joues, je ne sais pas comment s'appelle ce jeu-là, où on envoie une balle sur un mur, là, enfin, peu importe. Ou alors si c'est un élément, en fait, tu as extrait ta photo d'un moment d'un mai 68, d'une autre année où tu lances quelque chose sur quelqu'un. Enfin, en tout cas, tu t'es mis dans une posture dynamique, ça c'est le moins qu'on puisse dire, quelque part rebelle, ce qui n'est pas désintéressant. Bonjour Monsieur Barthes, on va en parler. Donc tu n'as pas voulu en fait te montrer l'artiste dans l'atelier. Si, je jette des pierres dans l'atelier. Oui, c'est un geste artistique en fait. Oui. Oui, tu l'affirmes. Je signe de mon sang. Alors, regardez les images. Alors, il y a quelques images. Ah, pardon. Quelques images que... Oui, il y a dû y avoir un... Hop, voilà. Je vais les faire passer, pas rapidement, mais comme on a des lots d'images, celles-là, je les fais passer les unes après les autres. Alors, regardez cette très belle prestation, beaucoup plus tardive, puisque là, on est en 2012. Donc, elle va nous en parler. Poem on the Street, qui procède donc d'une sorte d'action, comme on en parle dans le langage artistique contemporain, dans la rue, tu me corrigeras si je fais des erreurs, et qui, évidemment, a à voir avec l'écriture. Donc là, Poem on the Street, donc toute une série qu'elle réalise dans cette période particulièrement, qui, moi, me touche beaucoup, dans ce rapport à la rue, dans ce rapport aux déchets, dans ce rapport à la situation que l'on saisit, ici Stone Poem, et ici Garbage Poem. Donc voilà, je voudrais que tu nous dises un mot par rapport à ces actions. Toi, comment tu les qualifies? Comment tu qualifies ces images? Enfin, du moins, plus exactement, le geste que tu commets là. Comment tu les qualifies en dehors du titre que tu leur donnes? Ça me fait très plaisir que tu ressortes ces images. C'est à New York, dans les rues de New York, et le contexte, c'est il y a eu un ouragan, et du coup, New York est vide, on ne peut pas prendre les transports en commun, et puis il n'y a plus d'électricité. Ça veut dire que je râle un max, et après, bon, voilà, on arrête de râler et trouve une solution. Du coup, j'achète des spray cans, des bombes, voilà, des bombes. J'appelle une amie photographe et pour garder justement mémoire. Et puis ben, je pars dans la rue et je spraye dans la rue. Tu sprays dans la rue. Alors, tu sprays des lettres? Ou est-ce que tu sprays un mot qui est morcelé, fragmenté? Est-ce que ce sont des phrases qui sont syncopées? Non, c'est des lettres. Après, c'est la lettre comme évocation. C'est un début de phrase, un début de mot. Alors, 2012, en effet, tu es à New York. C'est l'année où nous étions venus te rendre visite au mois de juillet de cette année-là avec Jean-Marc. Donc, juste le dire parce qu'on ne l'a pas évoqué, effectivement, il y a eu l'école des Beaux-Arts donc, à Marseille, donc 2 ans, ensuite tu pars à Zurich, et puis tu refuses le diplôme. Ça correspond à quoi? Ça correspond à merde. Je voulais pas un papier supplémentaire. Je disais, j'en ai déjà assez avec la carte d'identité et le passeport. Je ne vais pas m'encombrer encore d'un papier administratif. Ça correspond quoi? À une crise de post-adolescence, tu n'es plus adolescent, ou alors à une réflexion, à une sorte de posture artistique? Est-ce que c'est un geste
On va le dire comme ça, parce que d'abord, je l'ai lu dans un article à ton égard, où je ne suis pas totalement d'accord avec eux quand ils te mettent du côté de Dada. Mais c'est vrai que ça, ce geste-là peut être dadaïste, peut-être plus fluxus, puisqu'on est dans l'art contemporain et que ça s'adaptera mieux. C'est carrément une posture politique contre un fichage, oui, l'administratif, la reconnaissance, le statut, l'institution. Oui. D'ailleurs, enfin, quand j'ai refusé le diplôme, j'ai demandé à une amie de l'école d'aller à ma place. Et en fait, nos diplômes, c'était écrit sur une image, enfin une photo, il y avait un singe. C'est un retour à mon état. Enfin, je me souhaite un jour, je fais pousser un peu mes poils, là, de retourner à l'état singe. Et oui, qu'on me laisse tranquille avec tout ce. Oui, l'identité, le nom, le prénom, l'adresse, le fichage, le contrôle, enfin, et qu'on me laisse, à plus grande échelle, qu'on nous laisse tranquille avec ça, c'est bon. Parce que ce sont là autant de barrières à la création? Non, mais c'est même pas barrière à la création, c'est barrière à la respiration. Et vous allez voir les images que j'ai placées par la suite. Alors, une image qui m'a vraiment totalement un peu déconcerté, parce que je me suis dit que finalement, ayant passé pas mal de temps dans cet univers que je connaissais, mais pas vraiment, et que je continue avec vous et dans cette situation d'approfondir, j'ai été fouiller un peu dans les données que Internet peut m'offrir, et j'ai trouvé cette image et je me suis dit, ça je veux qu'elle m'explique un peu, parce que, alors, Far From Heaven, hein, on est en 2003, donc on est à un moment où tu es installé à New York, déjà, tu es resté... Non, c'est à Zurich. Ça c'est Zurich, pardon. Parce qu'effectivement, donc après, donc, tu es à Zurich, et puis après tu vas aller à Berlin, et après New York, mais plus tardivement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette image? Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Parce que moi, elle m'interpelle. Far From Heaven. Bon, ça se voit que je ne suis pas très bonne dans les portraits. C'est Julianne Moore. C'est une actrice très belle. Ah bon? Ah bon? Et donc, Far From Heaven, c'est un film où elle joue. Et je fantasmais sur Julianne Moore, donc je l'ai dessiné. Parce que tu voulais devenir star? Non, je fantasmais, je voulais avoir une affaire avec Julianne Moore. Et oui, certes, je ne connais pas le visage de Julianne Moore, mais je trouve ce dessin particulièrement beau, moi. Merci. Il a une beauté laide, il a une beauté poupée qui sont quand même beaucoup des critères d'une forme d'art contemporain. Il y en a un deuxième, enfin en fait il y en a trois. J'en ai trouvé qu'un. Il y a Mulholland Drive aussi, et c'est l'affiche avec les deux actrices. Bon, pareil, j'aurais aimé sortir avec les deux meufs. Non, mais... Et puis après, il y en a un troisième qui fait référence à un film japonais d'animation. Bon, je ne me rappelle plus le nom. C'est une petite fille qui laisse ses parents qui sont devenus cochons au tout début. Je me rappelle le voyage de Chihiro. Ah, le voyage de Chihiro. Alors, suit une série de travaux qui parlent précisément d'un certain nombre de choses dont tu vis. Je vous montre d'abord ces images qui font écho, bien entendu, à beaucoup de choses qui ont été rassemblées. Et puis après, on va en parler. Et là, ça m'intéressait, c'est les mots de fuir, d'horizon. Donc il y a cette espèce de propension en toi à la quête d'un ailleurs, à preuve d'ailleurs, jusqu'au bout, loin, loin, là-bas. Alors, moi, je suis terriblement déformé. Dès que je remarquais là-bas, je pense à un auteur que j'adore, qui s'appelle Joris Karl Huysmans, 1886, qui a écrit des bouquins absolument fabuleux dans le contexte symboliste. Cette quête de l'ailleurs, c'est... Est-ce que ces travaux d'écriture, brouillés, maladroits,
sont dans cette espèce de quête justement d'un lieu innommable. Encore une fois, Philippe, ça me fait super plaisir la conversation qu'on a parce que je sens, j'ai vécu presque 20 ans à l'étranger et tout ce travail, par exemple, sur la langue, et bon, alors, en l'occurrence française, bon, parce que je suis née en France, j'aurais été espagnole, j'aurais écrit en espagnol. Mais bon, évidemment, c'est des références littéraires et ça me fait super plaisir d'en parler et que oui, puis il y a Baudelaire aussi, l'invitation au voyage. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, Là, aimer oui. à loisir, aimer et de sourire au pays qui te ressemble. Bon voilà, alors c'est entre poétique et comment on dit, thérapeutique. Thérapeutique, oui, c'est... Qu'est-ce oui. que tu cherchais à soigner? Mais Un mal-être? Oui, le carcan d'être né, comme tu l'as écrit, c'est bien que tu l'écrives, parce que souvent ça a été écrit Marseille, Oui, Marignane. exact. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été ma volonté, mais bon, c'est vrai que Marignane, c'est moins connu que Marseille. C'est être né dans le désert culturel, dans la grossièreté, l'agressivité, et puis dès qu'on essaie d'être un peu subtil, on est raillé. Et bon, alors, il y a souffrance et souffrance, hein, voilà, mais bon, j'en ai souffert. Ça m'a fait chier de devoir vivre dans la mouise intellectuelle pendant tant d'années. Je sentais que oui, j'avais besoin. Mais par le biais d'un amour suisse, un petit Suisse qui m'a dit, mais si tu veux vivre, il faut que tu t'en On a ailles. un petit Suisse avec de la crème, c'est quand même... C'est délicieux. Et je lui en suis gré, comment on dit comme ça, hein, oui. Bon, mais voilà, c'est lui qui m'a montré, casse-toi, quoi. Voilà, il a bien fait. Je crois que quelque part, j'ai lu d'ailleurs, parce que tu parlais de l'étranger, que tu qualifies d'étrange étrangère, non? Il me semble, hein, c'est ça. En fait, le travail, donc, porte sur la question d'identité, fondamentalement. Oui, parce que c'est extraordinaire combien elle est assignée, elle nous est assignée, même si on ne se reconnaît pas, on dit mais non, c'est pas moi, et bon, voilà. De la classe sociale d'où on vient, du lieu où on est né, où on grandit, voilà. Est-ce que ça veut dire que dans le travail de l'art que tu fais, si tu le qualifies comme tel, mais je pense que tu le qualifies comme tel, la démarche que tu as engagée, c'est d'essayer de faire en sorte que tout ce qui qualifie et classifie cette identité disparaisse, ne soit pas quelque chose qui prenne le devant en quelque sorte, dans une liberté d'exercice, dans le refus du diplôme, dans le refus de faire en sorte que face à tes œuvres, on soit conduit à développer un discours et qu'on est d'abord pris de pleine figure et de plein ventre, je dirais, par le mot, avec ce que les mots portent de couleur, de sonorité. Tu dis bien. Oui. Mais encore. Ben, je suis d'accord avec ce que tu dis. Aller du côté d'une série de travaux, comme on en voit d'ailleurs, comme vous en voyez devant vous, sur le mur qui est sur votre droite, et qui introduit la couleur. Avec, j'aime beaucoup les titres, car là tu témoignes, enfin tu fais acte effectivement d'un exercice de formulation plastico-littéraire. À fond. Bon, on va je vais me taire et puis essayer de faire parler, c'est plus intéressant. Non, mais je suis... Philippe, je suis dans le ravissement, là. Alors, moi j'ai une question. Quand je vois par exemple cette œuvre, je l'aime, L''M, où la phonétique l'emporte, est-ce qu'il y a ou non une référence à Marcel Duchamp? Oui et non, mais bien sûr. Tume. Bien sûr, mais oui. Le fameux oui. tume. T-U-M'. Sous-entendu, tu me fais chier. Ben ouais, moi je suis plus romantique.
je dis je l'aime. Mais oui, oui, ben oui, oui. Et alors, sur une œuvre comme celle-ci, elle est ici, non, Ouais, elle est là-bas au fond. Elle est là-bas au fond. Ben, on la voit bien. Est-ce que tu peux nous dire comment elle advient? Alors là, je parle plus du processus de la création. Je prends une feuille de papier, celle-ci. Tu la cloues au mur. Voilà. Donc c'est directement à la verticale que tu travailles. Et avec quel outil? Avec l'aérographe. Uniquement. Oui. Et cette image, elle advient de quelle manière? Elle a été prématurée, au sens où tu as pris le temps de la réfléchir. Qu'est-ce qui t'a conduit? Un regard, une odeur, un ressenti quelconque? Tu vas croire que je m'amuse de toi, mais je vais répondre, elle sort comme un orgasme. Mais amuse-toi de moi. Elle sort comme un orgasme. Le rapport à la création est, je dirais, compte tenu de la manière dont tu le plantes, définitivement lié à la sexualité. Oui, sensualité, physicalité, sexualité. Oui, on est en plein dans l'acte le plus charnel. C'est ça. Et si je la regarde, cette image, je vais peut-être penser à Fleur, par exemple. Peut-être que c'est mon côté romantique. Non, tu veux dire, tu vois des fleurs quand tu la vois? Oui, oui. Pas. Oui. Oui, je suis d'accord. C'est une exécution rapide. À quel type de dynamique? Il faut arriver tout de suite au bout? Parce qu'il faut que je me libère de quelque chose? Ou est-ce que c'est même pas mentalisé? Si il y avait urgence, c'est urgence, tu vis, fais gaffe, tu vas mourir. La crainte de ne pas la terminer? Pas forcément pas la terminer, mais carrément pas la faire. Fais-la. Ouais. Fais-la. Fais-la, il y a une espèce de diktat en toi qui te commande. Oui. C'est de la nécessité. Mm-hmm. Le principe de nécessité intérieure cher à Kandinsky. Mm-hmm. Il va la faire parler. Tu touches dans le mille, je ne vais pas ajouter, je vais... Oui. Non, c'est parce que c'est vrai que ce qui m'a frappé, on le verra tout à l'heure, dans la série Pussy, tu marques Kandinsky en gros, et comme Kandinsky est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur les principes, sur les mécanismes de la création, notamment avec les mots, les passages de Kandinsky sur les mots sont absolument extraordinaires. Quand je disais tout à l'heure, une son, le mot a un son, a une couleur, je veux dire, d'une histoire de l'art où la création procède, Kandinsky, d'un principe de nécessité intérieure. Yes. C'est-à-dire que l'artiste est une caisse de résonance. Oui, jusqu'à épuisement. C'est comme ça que ça se passe. Je travaille, ça se passe très rapidement, je travaille beaucoup, et puis tout à coup, épuisé, j'arrête. Un travail qui est quotidien, régulier, avec un emploi du temps fonctionnaire, si j'ose utiliser ce mot idiot, ce qualificatif stupide. Non, pas fonctionnaire. Non, mais fonctionnaire, c'est-à-dire que tu vas à l'atelier. Mais la rigueur, oui, il y a de la régularité. Oui, plutôt je crois que je l'ai déjà dit, entraînement sportif, comme les sportifs de niveau. Ah oui, effectivement, tu vas parler de ça, Fania. De Stéphane Diagana, le coureur de haie. Le 100 mètres, ouais, 100 mètres, voilà, comme ça, plutôt ça. Ah oui, tu as un fait pour Stéphane Diagana. Non, pour les haies. Pardon. Voilà encore une autre image. Et pourquoi il y a marqué réel en bas à droite, à gauche? Non, il y a écrit rebelle. Oh, pardon. En plus, je le savais, mais tout d'un coup, je le vois de loin. Mais alors, il y a aussi ça, c'est l'hommage à Barthes. Oui. Explique-nous un petit peu ça. Ta relation à Barthes après Diagana. Le mec, enfin, si j'ai bien compris, il s'attaque à la doxa, au cliché. Et donc, bon, ça a été une révélation. Mais dans quel livre?
Oh putain, eh ben, dans le discours amoureux, dans les. Comment on dit? Quand il prend les. Ah là, tu me testes. Je vois, il s'amuse. Il a le nez qui fait. Celui où il prend la déesse, le steak. Mythologie. Merci. Mythologie. 1957. Voilà. Ouais. C'est pas difficile à se souvenir, c'est l'année de naissance de Jean-Marc Salomon. Ouais. Mythologie, bon, voilà, l'ouvrage clé. L'ouvrage clé fabuleux. Donc la déconstruction, ça m'a beaucoup. Ouais. La déconstruction, ça c'est un sujet qui t'intéresse. En quoi? Mais parce que Philippe, j'ai eu un père patriarcal qui a dit c'est comme ça et pas autrement. Et là, toi, tu es là en face, je dis mais non, mais c'est pas possible, mais t'as pas les outils. Alors moi j'ai une question qui me taraude à l'instant, comme tout à l'heure tu en parlais d'une manière assez... tu viens de dire j'ai eu un père, il est encore? Lui aussi il vit encore. Non mais elle les enterre tous, c'est tout. Je l'ai vérifié. Non, j'ai vérifié comment tu réglais le problème de ben, j'ai pas réussi à le tuer. Et là, je dis ça pour de vrai. Ouais, non, je n'ai pas réussi. Ben, il a quand même... Parfois, il arrive à être sympa. Et du coup, je dis ouais. J'ai encore une question parce que... Vas-y. Moi, j'ai un défaut terrible, c'est que j'ai besoin de savoir tout un contexte de l'individu artiste. Parce que je ne peux pas comprendre son œuvre si je n'ai pas toutes les clés. En effet, c'est un contexte dans lequel on grandit. Et qui est marquant. Bien sûr. Voilà. Et puis ça t'a particulièrement marqué, c'est toi-même qui en parles. Ben oui. Voilà. Qu'est-ce qu'elles ont de merveilleux, ces cibles? Tu me prends de court, je sais pas. Et là, des cibles, c'est terrible comment je suis déformé, mais bon, moi je pense Jasper Jones. Est-ce que c'est le cas? Ou pas du tout? Ou est-ce que c'est un... Finalement, tu t'aperçois, ah bah oui, bon sang, mais c'est bien sûr. Non, pour moi, c'est Ubu. Ah, c'est Ubu. Ah oui, d'accord. Du cul. La grosse absurdité, l'énormité. Comment on dit? Les boursouflures. Oui, c'est encore le père. Mais il y a quelque chose dans ce dessin sur lequel je voudrais juste te poser une question. Est-ce qu'il pourrait y avoir une influence au niveau de stylistique, si tu veux, de Philippe Guston, l'américain? Bon, mon ravissement grandit. Vous allez me gêner, ma chère. J'adore Philippe Guston. À cette époque-là, à cette époque-là, je ne connaissais pas. Mais chouette, si tu vois. Non, en plus, il y a eu une expo à Marseille, je crois, à une époque, dans les années 90, si j'ai bonne mémoire. Mais bon, ça, enfin, en tout cas, si vous ne connaissez pas Philippe Guston, un immense artiste qui a fait aussi bien de l'abstraction que de la figure, et on est dans quelque chose de très rudimentaire. Parce que ce qui est intéressant dans son travail, c'est qu'on est précisément dans le rudiment du langage, le rudiment de la pensée et le rudiment de l'image. Comme si tu étais toujours dans cette façon d'aller chercher quelque chose qui finalement est un élément de structure ou de substance essentielle. Oui. Le minimalisme est quelque chose qui te parle, qui t'importe, qui t'intéresse? Je kiffe le minimalisme. Pour moi, je reparle d'orgasme, j'en ai quand je regarde une peinture de Mondrian. J'aspire au minimalisme. C'est pas une recherche de pureté, mais c'est le silence, la paisibilité qui se dégage du minimalisme, qui me touche. Alors, ce qui est un peu contradictoire, paradoxal plutôt, tu parles de paisibilité alors que nous sommes face à une image qui est terriblement invasive, comme celle-ci, ou comme celle-là,
des images très invasives. Et au bout du compte, la paisibilité, elle est très relative. On dirait que tu as touché quelque chose. Oui, la paisibilité est très relative, oui. Oui, il y a la colère. Cliquant sur ces images, il semblerait donc, vous l'avez compris, que cette paisibilité n'est qu'apparente. Oui. Mais qu'en fait, au tréfonds, ça remue sec. Sec. Ou coloré peut-être. Quand tu réalises des œuvres comme celle-ci, La fleur fine, Do You Know America, tu nous l'as dit, c'est très rapidement exécuté. Tu ne reviens jamais sur un dessin. Presque jamais, non. Pas de repentir, pas de correction. Non. Non, ou alors la correction est sur le dessin. Oui, Ouais. Mais non, non. mais pas dans une temporalité Non, différente. ça peut arriver, mais c'est rare. D'accord. Alors, j'ai choisi cette image parce que je l'ai trouvée très intéressante, notamment dans cette façon qu'a Anne-Lise de posséder l'espace. Et là, je voulais justement te demander un petit peu par rapport à l'exposition qui est ici à la Fabrique. C'est vrai qu'il y a une occupation. Hein. Tu n'as pas laissé vraiment un endroit tranquille. Comment tu procèdes quand tu fais une expo? Tu vois, par exemple, quand j'ai vu cette image donc, que je découvre de Saint-Gall à la Kunsthalle, je me suis dit, oh, c'est dommage qu'elle n'ait pas fait une grande écriture sur le mur, ou quelque chose qui circule, qui nous embrasse au sens, qui nous enveloppe. Oui, on y a pensé, mais bon, on a pensé que ça allait déséquilibrer. On a monté l'expo et bon, voilà, ça s'est pas fait. Mais le principe de l'invasion, c'est quand même quelque chose qui est récurrent chez toi dans Oui, oui, bon, j'aime beaucoup le voile, le graffiti, oui, tout à coup, oui. Je deviens laconique. Hein. Alors, parle-nous de cette image. Qui suis-je? C'est une série de peintures que j'ai faites oui, en 2006. Et oui, ça questionne le qui suis-je. Pas forcément le mien. Hein, Ce qui m'a interrogé, en fait, c'est aussi parce qu'il y a le côté très réjouissant de cette image. Mais oui. Et puis, je l'ai opposé à ça. Et oui. Parce que là, il y a... C'est sec. C'est moins réjouissant, quand même. Parle-nous un peu du contexte particulier de cette série intitulée 18 Heads. Pour revenir à la peinture précédente, elle est un peu Asguriorn, Cobra, quelque chose comme ça, je trouve. Et donc ça, c'était effectivement la possibilité économique qui t'a conduit à une possibilité esthétique. Oui, parce que comme tu as vu auparavant, c'est du papier. Les papiers que vous voyez ici, c'est un choix économique, ça? Oui, oui, parce que j'avais 150 feuilles pour, je sais pas, 30 balles ou quelque chose comme ça, voilà. Oui, mais aujourd'hui, où je crois que l'aise est un peu venue, enfin, sans que ce soit délirant, tu continues quand même sur le papier. Je continue, mais par exemple, je peux me payer des grands rouleaux de toile et de l'huile. Ah oui, c'est vrai. Dans la série de 2018, particulièrement. Et des gros pastels. Pine stick. All stick. All stick, yes. Alors, dis-nous un mot quand même de cette série qui est assez forte. D'abord, elle est dans la salle à côté, vous pouvez la voir. Donc, 18 têtes, comme 18 visages. C'est-à-dire que c'est des autoportraits? Aussi. C'est une seule pièce ou est-ce que c'est sécable au niveau d'une économie? C'est une seule pièce. Voilà, je voulais voir ça. Alors, pour parler il y a une gravité, il y a une douleur dans ce travail, que en plus, quelle est la technique?
C'est du 8B et du crayon Donc, sur papier. Crayon noir sur papier. Donc, évidemment, un trait beaucoup plus franc et acéré, presque un petit peu. Parce que ça, parfois, le souvenir que j'en ai, pour le dire, je n'ai pas été la revoir depuis que je suis arrivé, mais c'est pas grave, j'avais souvenir aussi quelque chose qui frisait presque le travail de la gravure. Bon, j'y vais à fond, c'est tout le contraire de quand j'airbrush. En plus, quand j'airbrush, il n'y a pas de contact. C'est l'encre qui est projetée sur le papier, alors que là, et je suis debout. Là, il y a un corps à corps avec voilà, la je m'assois à la table et oui. C'est très physique. Oui. Tu es assise là. Alors, en contrepoint, on a Pas la nostalgie, mais je sens bien que je suis française. Ça te constitue d'être né quelque part. Mais oui, mais il y a comme ça tout d'un coup un espèce de relan de cette problématique qui correspond à quelque chose, à un événement particulier ou c'était l'envie du bleu, blanc, rouge? J'aime beaucoup le bleu, blanc, rouge. Et tu l'écris. Oui. Je joue, bien sûr, aussi. Voilà, c'est arbitraire. Mais c'est toute une série que tu fais, hein? Oui. 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 Et tout à l'heure, je te disais que dans l'atelier A7, parce que tout ce que tu vois là, c'était un travail de 1 heure à l'atelier, et puis je partais, peut-être je revenais, mais pas forcément. Et donc quand même, ça s'inscrivait dans des séries. Il y avait la série bleu, blanc, rouge. C'est intéressant parce que ton travail est polymorphe, donne sur des voies qui sont très diverses et qui actent évidemment cette espèce de, non pas dispersion, mais diversité d'identité en quelque sorte. Ça me fait penser à une nouvelle de Pirandello qui s'appelle Uno Centomila, et dans laquelle il dit qu'un individu n'est jamais un, mais un individu c'est 1, c'est 100, c'est 1000. Et je relève, enfin je perçois quelque chose de cette problématique, non pas, je le répète, à la dispersion, mais à la diversité, ce qui est une richesse, il me semble. Elle m'intéressait à différents titres. D'abord parce que je découvrais avec une série d'images un peu différentes, ça me permettait d'instruire comme ça un autre registre, d'écriture, là complètement abstraite, hein, même si peut-être ces jeux de lignes viennent d'une sorte de déformation du M, du E, de l'alphabet, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut en parler. Tu as vu seulement, parce qu'en fait il y a un catalogue de cette série, tu as vu, et parfois il y a d'ailleurs, on peut le voir, il y en a une All Girl, enfin il y a parfois des énonciations, I don't care. Voilà, d'accord. Mais c'est justement un mix de jeux de lignes, enfin le dessin comme écriture, écriture comme dessin. Ça se... Et alors, ce qui m'intéressait aussi, c'était de prendre acte de ce qu'en 2007, c'était donc il y a 12 ans, donc 12 ans, tu avais 35 ans, non 34 ans, et tu faisais une exposition à Détroit, Mocade. Et c'est vrai que tu as une... Alors ça, je parle là plus de la carrière, puisque ça existe. Tu as une carrière qui est faite essentiellement d'actions, d'activités à l'étranger. Alors, ça permet comme ça peut-être de calmer le jeu de ceux qui disent qu'il n'y a pas d'artistes français qui sont connus à l'étranger. Bien sûr qu'il y en a, simplement ils ne les connaissent pas, c'est tout. C'est là leur défaut. Je pense à un autre artiste de Marseille qui a une carrière folle aux Pays-Bas, mais j'ai un peu oublié son nom, et qui malheureusement je crois qu'il est décédé. Enfin, peu importe. Ce n'est pas ton cas. Ni ma mère, ni mon père. Mais toi, comment tu expliques? Alors, évidemment, tu es allé à Zurich, tu es allé à Berlin, tu es allé à New York. C'est pas fait pour qu'on puisse tant te connaître dans le réseau français. Mais ça a été un choix. Comment tu parles de cela par rapport à ce qui peut-être n'est pas du tout ton problème, en 2 points, ta carrière?
Oui. Je veux raconter plutôt des histoires, oui, j'en ai rien à foutre. Mais bon, après, voilà, on peut dire peut-être, ouais, elle se la joue. Oui, j'en ai rien à foutre. Et par exemple, je vais te donner l'exemple de Détroit. Donc, je suis invitée à Détroit. Oui. Puis, putain, c'est cool, à Détroit, ouais, j'y vais. Du coup, je dis, parce que j'habite à Zurich, je dis, ouais, je vais rester 10 jours à Détroit, comme ça, je visiterai tout ça. Et je suis tellement couillonne, parce que je connais rien. J'arrive là, et en fait, à Détroit, si tu n'as pas de voiture, et puis il n'y avait pas les portables encore, mais tu fais rien. Donc j'étais là, et comme j'étais aussi un gros bébé, j'appelais tous les jours ma copine à Zurich, parce que j'étais là, tu peux rien faire, et je pleurais au téléphone. À la fin, quand j'ai fini mes 10 jours, l'hôtel m'a dit, vous avez $900 de téléphone. Et vraiment, j'ai dit, are you kidding? Je croyais qu'elle me faisait une blague. $900, c'est énorme le truc. Et c'était vrai. Bon, par exemple ça. Et par exemple, je m'ennuyais tellement, puisque j'avais pas de voiture, je prenais des douches chaudes. J'adore. Et bon, il faisait froid aussi. Il fait moins 20 à Détroit. Et j'ai tellement abusé de l'eau chaude, et du coup, ça a produit ouais. Et ça a déclenché l'alarme, et d'un coup j'entends comme ça, et c'était les pompiers de Détroit. Miss, are you okay? Et moi j'étais sous la douche. Bon, voilà, par exemple. Non, Philippe, je ne veux pas jouer à la fausse naïve et comme ça, mais quand je dis j'étais ignare, bon, peut-être je suis dure avec moi, mais je ne comprenais rien. Donc voilà, je dis ces exemples, je donne ces exemples pour vous montrer, ouais, j'étais un peu à côté à la marge. Voilà, ouais, je comprenais. Mais voilà, alors grâce à cette expo, j'ai rencontré, tout à l'heure, je commençais à t'en parler, oui. Parce que du coup, donc il y a un dîner, un pre-lunch avant le vernissage. Ça va si je fais un peu de l'anecdote? Mais la vie est faite d'anecdotes. Bien. Et donc, à l'américaine, une méga lunch, une méga table dressée avec 3 verres, 40 couverts, enfin bon, tout ce qu'il faut, des lustres magnifiques, tout ça. La vedette, quoi. Voilà. Bon, pas que pour moi, c'était un groupe show. Hein. Ah, bon. Mais bon, voilà, super bien reçu. Et puis bon, voilà, toi tu t'assois là, toi. Et puis il commence à servir, et moi je dis, il n'y a pas de bière, et puis tout le monde rigole, parce qu'ils servaient les plus grands vins et tout ça. Et du coup, ça a fait rire Suzanne Hilberry, qui était une galeriste très reconnue à Détroit. Et puis ben, c'est comme ça, malheureusement, et pour le coup, elle partie. J'ai beaucoup de mal à l'admettre encore, et chez qui on a fait 4 expositions ensemble. Quelqu'un a pris la relève de la galerie? Elles ont essayé, mais malheureusement, elle était portée par sa personnalité. Oui, par exemple, elle ne participait pas aux foires, c'était foire de l'art, elle était vraiment... Et contre toute attente, parce que le cliché, c'est que Détroit, ville sinistrée, et ça l'est, mais n'empêche qu'il y a un vivier, enfin, il y a une scène de l'art, et la dernière expo que j'ai fait sold out. Ça m'est jamais arrivé, j'ai tout vendu. Oui. Donc voilà. Ouais, j'ai une connexion avec Détroit, mais malheureusement un peu arrêtée. Alors, tout à l'heure, je parlais de rudiments. Et j'ai vu cette pièce que je ne connaissais pas, même si dans certains tableaux, ici même, vous avez ce que l'on appelle dans le langage de la préhistoire ces mains négatives, comme vous pouvez les voir dans les grottes par exemple de Nio, en Dordogne, et bien ailleurs. Et ça m'intéressait beaucoup cette histoire-là, d'autant plus que, me promenant sur ton site, j'ai vu que tu avais organisé un site, je ne sais pas si c'est toi qui le gères, en tout cas il est vraiment bien fait, et surtout tu invites potentiellement le visiteur à commander un travail chez lui. Oui. J'ai été presque un peu surpris de voir Anne-Lise Coste s'organiser aussi précisément dans une espèce de
de dialectique très contemporaine où les artistes se prennent en charge, font, voilà, et utilisent le média informatique pour vendre. Ok, alors là tu me poses la question sur le site internet. Est-ce que bon, tu réponds comme tu veux en vrac, parce que toutes les mères, tu fais toujours tout en vrac. Bon, alors. C'est pas négatif. Hein. Non, j'entends. Non, je voulais savoir bien. Au départ, je voulais pas de site internet, parce qu'encore une fois, merde internet, blabla. Et puis quand même, si je suis honnête avec moi-même, je me suis aperçue que je regarde internet et je regarde l'art sur internet et les sites internet. Je le fais. Donc c'est couillon de ne pas le faire. Ouais, voilà. Et puis après, l'idée de proposer un airbrush, donc la proposition, c'est un airbrush directement dans ta maison. Absolument. Bien, voilà. Il y a même des propositions. De wallpaper. Voilà. Ouais. Tu sais quoi, il n'y a jamais personne qui m'a téléphoné, qui m'a dit, qui m'a écrit, viens brocher. Justement, c'est un acte. Pour le moment, j'ai vendu une seule fois une pièce à même le mur. D'accord. Voilà, dans toute ma vie. Ouais. Donc finalement, ça a l'air plutôt simple, mais de prendre décision d'avoir un machin, puis en plus, il y a la. Comment on dit, c'est quoi le contraire de pérennité? C'est l'éphémère. C'est genre, tu te casses de chez toi, ben, voilà, tu perds la pièce. Donc ça va. Donc pour le moment. Pour le moment, ça n'a pas encore vraiment mordu. Ça va. Et comment est arrivée cette idée? Tu avais été visiter des grottes ou tu avais vu un bouquin, le bouquin de bataille sur la naissance de l'art, par exemple? Celui-là même. Celui-là même, un bouquin majeur sur l'art préhistorique. Est-ce que tu avais regardé Warhol? Alors là, encore, je vais devenir vraiment dépressive. Je le sens, de toute façon, j'arrive presque plus. Là, tu touches encore quelque chose après ma mère, mon père. Là, tu sais quoi? Rien n'était joué d'avance, je peux non. vous dire. Les pièces que tu vas montrer, celles qui suivent aussi, je les ai jetées. Par nécessité aussi, en fait, je les ai faites à New York et oui, ça fait directement référence, j'adore ce travail de Warhol. La publicité de Warhol qui a fait des grands tableaux sur l'esthétique. Peut-être on dit, elle est très connue la pièce, c'est la publicité, c'est un profil d'une dame qui a un nez considéré disgracieux et donc la publicité vante la chirurgie esthétique et le nez et du coup elle devient belle. Et c'est très impressionnant parce que c'est seulement un profil et du coup c'est juste une courbe de ligne qui te fait belle ou moche. Et voilà. Donc ça, tout ce travail, parce que si tu veux bien, tu peux montrer les autres aussi. Voilà. C'est ça. J'avoue que j'ai été très intéressé par cette série parce que j'ai évidemment en tête. Je pourrais même aller me servir une vodka tellement ça fait mal. Je te jure. Et pourquoi tu les as presque tous les soirs, je me couche et je dis mais parce que il fallait que je débarrasse mon comment on dit, atelier, que je mette dans un dépôt. Alors la prochaine fois que tu changes d'adresse, tu me préviens. Parce que moi je prendrais un petit hôtel dans le coin, puis le matin je viendrai faire les poubelles. Hein. En tout cas, c'est une très très belle série. Je vais avancer un peu. Vas-y, fais-moi mal. Et là, j'ai voulu vous montrer ça, parce que j'ai trouvé ça en feuilletant, et je me suis dit, bah tiens, ça va faire une belle démonstration que voilà une artiste qui sait dessiner. Parce que vous savez, le truc classique, ouais, bon d'accord, bon, bah, ma petite sœur, bon, heureusement personne ne dit ça. Et on m'a dit ici que personne ne l'avait dit, et j'en suis bien ravi. Ça prouve qu'il y a quand même, on a fait du boulot comme il faut. Mais quel merveilleux, parce que alors là, moi, bonjour Victor Hugo, l'œil était dans la tombe et regardait qu'un, enfin bon, l'œil, quoi, qui est quand même, c'est fondamental. Et comment c'est advenu? Pourquoi tout d'un coup c'est quoi cet œil? C'est peut-être l'œil de quelqu'un? Non, c'est l'œil de personne. Enfin, c'est l'œil de... en fait, j'ai acheté une fois un manuel pour utiliser l'aérographe comme il faut, que je ne consultais jamais. Parce que après la deuxième ligne, c'est hyper chiant, c'est très technique. Marc, on avait constaté, hein, oui. ne l'avait jamais bien... Et donc, parmi les parce que
dans le bouquin, il montre les réalisations magnifiques que tu peux, voilà, voilà. Et donc il y avait l'œil. Et ça, tu l'as fait à l'aérographe? Ouais. Wow. Il est grand. Respect. Ouais. Respect. Thank you. Ça m'a pris 3 kilos. Alors, de la même manière, et parce qu'il y a l'expo, mais je me suis dit, apportons à vous qui êtes là ce soir d'autres informations. J'ai été très sensible à la série qui arrive et que vous allez reconnaître tout de suite, d'autant plus qu'il y a le site. Regardez, et après, il dit un mot là-dessus. Pourquoi, en 2012-2013, cette série sur ce tableau culte que l'on dit être le dernier tableau d'histoire de l'histoire de l'art? Et comment elle le fait chavirer dans son langage. Ça, c'est ça qui est passionnant. Pourquoi tout d'un coup Guernica? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es allé à Madrid? C'est la Syrie. Alors encore, ça paraît... C'est encore un commentaire de l'actualité. Oui, un commentaire plutôt sur putain, moi je suis là, je suis en vie, je vis bien, je fais ce que j'aime, enfin, bon, voilà, et puis bon, il se passe ça. Et c'est un conflit d'ailleurs qui n'est pas terminé. Voilà, c'est ça. C'est un commentaire, c'est pas, mais ça veut dire c'est. Je dis commentaire parce que je cherchais la petite note. J'ai lu qu'il y avait quelqu'un que je ne connais pas, mais j'ai bien aimé la formule. Parlant de ton œuvre en général, dit que ce sont des commentaires sur le cours du monde. Peut-être, j'aurais pu dire Guernica style. C'est encore Guernica, voilà. D'accord. Alors, une série qui suit et qui est la série Pussy Drawing Riot. Donc là, on voit là encore l'actualité, bien sûr, hein, Pussy Riot. On va regarder juste des détails. Vous l'avez vu, vous la connaissez, cette pièce. Mais c'est vrai que je voulais juste m'arrêter un moment sur cette sur cette page-là de Pussy. Et je voulais savoir un petit peu là, cette succession d'images avec cette figure évidemment du sexe, mais finalement il y a Kandinsky, Malevich et la chaise et Kossuth, c'est ça? Oui. C'est directement ça? Oui, c'est directement ça. Donc en fait, cette série sur le thème de Pussy Drawing Riot te donne l'occasion d'aller, je dirais, téléphoner à l'un à l'autre. Oui, et de rajouter des Pussy dans le monde de l'art faites par des femmes. Parce que c'est un sujet récurrent de peintres, hommes. Et là, pour le coup, j'en ai rajouté plein. Je les ai fait exister, et puis en plus, faites par une femme. En fait, tu as voulu faire en sorte qu'on oublie Gustave. Non, qu'on n'oublie pas qu'il y a des femmes artistes aussi. Le féminisme, la cause féministe, c'est quelque chose qui est très présent non seulement dans ton quotidien, mais dans ta façon d'envisager l'art. Oui. Mais là, c'est assez littéral. Donc, comment tu t'y prends pour qu'il ne soit pas littéral? Est-ce que oui, c'est quelque chose qui est simplement latent en permanence, ou est-ce que tu vas participer, par exemple, dans ton actualité artistique, à des expositions délibérément, ou du moins tu essayes de participer à des expositions qui seraient délibérément portées par la cause féminine? Est-ce que tu cherches ça, ou pas? Est-ce que tu es militante, pour le dire? Alors, je suis militante au quotidien et j'ai jamais été invitée jusqu'à présent dans une exposition pour cause féministe. Ouais. Non, j'ai jamais. Mais tu l'accepterais? Tu considères que ça fait partie, disons, de cette nécessité qui est en toi de le faire? Oui, mais comme je participerai à une exposition contre le racisme, contre la guerre, contre le fascisme, enfin oui. Alors, j'ai choisi enfin non pas vraiment enfin, une série qui m'intéresse beaucoup, et dont je voudrais que tu nous parles, qui s'appelle Working with Dante. Alors là, d'abord, je ne sais pas comment le traduire.
Et c'est en fait ce que j'appellerais moi une action, parce que je pense que c'est pas fait en public, c'est fait dans ton atelier, donc il y a ton photographe, je ne sais pas si c'est toujours le même ou la même, mais je voudrais que tu nous dises un petit peu qu'est-ce qui a gouverné le souhait de cet ensemble de photos, qui est évidemment illustrative de l'idée de destruction. C'est ça, c'est une performance de destruction de la peinture et en même temps, oui. Bon, mais à quoi ça correspond dans ton esprit, cette volonté de faire une pièce sur la destruction de la peinture? C'est quoi? C'est une posture iconoclaste? C'est quoi? Encore une fois, que de la jouissance. Et en plus, oui. Mais alors, curieusement et paradoxalement, tu as une certaine jouissance à faire des pièces que tu ne détruis pas et d'autres que tu détruis. Oui, monsieur. Donc, vous cultivez le paradoxe. À fond. Le paradoxe d'Alice Coste. Il va falloir trouver un Diderot. Hein. Mais de cette performance, les traces, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que ce sont des traces qui deviennent des œuvres comme des reliques de Beuys? Oui, si tu veux acheter la pièce, tu peux tout acheter, soit les fragments par terre ou le châssis, c'est des pièces en soi. C'est des pièces en soi. Ouais. D'accord. Et les photos, est-ce que ça constitue aussi une pièce? Oui. Ah, tu étais presque sûr. Tu as presque décidé le oui à l'instant où je t'ai posé la question. Parce qu'en fait, on t'avait jamais posé la question. Tu ne te l'étais pas posée. Oh non, mais parce que là, tu es en train de ressortir. En fait, tu sais quoi, Philippe? À nouveau, je ressors quelque chose. Ouais. Alors, dis-nous quoi? Mais parce que, en fait, je m'aperçois, j'ai vachement bossé et tu sors plein de trucs et je fais waouh, waouh. Tu t'admires toi-même. Mais non, mais je ne ressors pas tellement de choses parce qu'au départ, j'avais 85 images et je l'ai limité à 60. Je dis quand même, ça va faire beaucoup. Bon, je corrige, je ne m'admire pas moi-même, mais je suis. C'est moi qui l'ai dit. Ouais, mais c'est vrai, je suis contente de. Tu es contente de voir la diversité. Ouais, ça, c'est sûr que ce qui est intéressant dans ton travail, et l'exposition acte cela aussi, c'est, je le disais, ce polymorphisme, cette capacité que tu as finalement à la preuve. Maintenant, c'est une série de monotypes. Alors pourquoi tout d'un coup tu t'intéresses à un monotype? Tu as rencontré quelqu'un qui en avait fait, tu as été voir une expo, comment ça se passe? Moi, c'est ça que j'essaie de comprendre aussi. Ouais, j'ai rencontré quelqu'un. Il m'a dit, j'ai une presse monotype chez moi, ça t'intéresse bébé? J'ai dit, ouais chérie, trop. Ça s'est passé comme ça. Ça, c'est une série toute récente, ça a été fait en France? En France, on appelle ça un nid d'aigle dans les Cévennes. Dans les Cévennes? Il me préparait les plexis tout propres, l'encre, les pinceaux, et lui se mettait à la presse, donc je dessinais, je lui donnais, il pressait, et on accrochait sur des pinces. Avec des pinces et des cordes. Et puis quand j'en pouvais plus, il me préparait des maquereaux à la plancha. T'étais la reine. Oui. Finalement, la tunnelière de mort, c'est fait. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que cette pratique du monotype t'a apporté que d'autres pratiques, comme celle dont tu as parlé, quel est le plus de la pratique du monotype? Oh putain, je sais pas. Ça m'a plu, monsieur, de le faire. Je trouve drôle. Oui, c'est chouette le processus. Bon, oui, c'est le processus d'imprimerie sur le papier. Et puis oui, ça enregistre tout par rapport à un dessin direct. Là, tous les gestes sont enregistrés par impression sur le papier. Donc c'est monotype sur plastique, sur plexiglas. Sur plexiglas. Et alors, l'ensemble des images que tu as faites, l'iconographie de cette série, qui est une iconographie, là aussi, très basique, très rudimentaire, on va dire un peu première, comme on dit les arts premiers. Oui.
Hein. Alors elle est beaucoup plus grande, hein, la série, parce que j'ai fait 3 ou 4 sessions chez lui. D'accord. Et c'était le matin, je sortais genre 15 pièces, et pareil l'après-midi. Là, on a choisi de présenter les grands formats, il y a des moyens formats, des petits. Mais bon, oui, c'est, comme tu as dit, une iconographie primaire. Une iconographie proche des arts premiers. Ouais. Il y a beaucoup de choses sur le masque, sur l'animalité, sur des signes simplement, je ne dirais pas cabalistiques, mais simplement abstraits. On est presque dans cet univers du langage de nos lointains. Mais vraiment, quand tout à l'heure, en fait, quand je suis partie de l'hôtel, il m'a dit, vous partez, je dis oui, je vais à la fondation, il y a un mec qui va me poser des questions super érudites et je vais lui répondre comme un singe. Et après, encore une fois, je trouve, je suis encore loin du singe, mais j'aimerais bien m'approcher. Moi, je suis très loin de l'érudit. Alors, il y a cette série qui est juste dans la petite salle, là, sur laquelle on va presque terminer, non, parce qu'il y aura encore le lot derrière moi, mais on va y arriver. Je ne voudrais pas, oui, ça va le temps. Là, c'est vraiment, alors, la sentence, c'est le slogan, c'est la sentence politique, c'est, je cherche le mot dans les défilés, le slogan, le drapeau, c'est pas les gilets jaunes, c'est les écritures noires. Donc, avec des questions que tu poses, toute une série de questions, qui sont des questions impossibles, des questions impensables, donc qui sont presque de l'ordre... Alors, on est aussi dans la philosophie, quelque part, voire la métaphysique. Oui, je me suis sentie comme ça ce matin-là. Alors, sache que là... Ce matin-là, tu te lèves, et tout d'un coup... Je me retourne. Non, pas plus. Non, donc, ce matin-là, tu as eu cette espèce de... Bon, sache, je me lève. Je prends, je prends ma bagnole, je vais à l'atelier, et comme je te dis, c'est un rapport physique faire de l'art pour moi. Et donc j'essaie de sentir comment je me sens. Il y a des jours, je peux faire des machins comme ça, plutôt physiques, et puis il y a des jours, je suis plus mentale, philosophe. Donc là, j'ai dit non, pas possible les grands formats, pas possible les grands gestes. Je vais dans un petit bureau, sur une chaise de préfet, et un bureau de préfet qui a été un truc encore, voilà. Et j'avais une rame de papier, ça s'appelle japonais. Oui, tout à fait, ça peut être ça. Voilà. Et donc je dis là, ça va le faire, parce que c'est pas trop lourd, l'encre, c'est ça. C'est un rapport physique de combien j'ai d'envergure ce jour-là, à ce moment-là. Et donc là, c'est plutôt... En peinture, c'est comme ça, et là, c'est comme ça. Et c'est plutôt mental. Et là, la série, pour le coup, ça sort, c'est l'une après l'autre. Mais, donc, cette série, est-ce que tu l'avais pressentie, en quelque sorte? Est-ce qu'elle était préparée par une... Est-ce que tu avais lu juste la veille, ou dans la semaine d'avant, tu avais lu des bouquins, ou quelque chose avait un peu préoccupé ton esprit, comme on dit? Franchement, j'aimerais te dire oui, tu vas dire, mais non, ça sort. Donc c'est comme ça. Ouais, ça sort. Ce matin-là, il n'était plus question de faire de la peinture, de l'écriture, de l'aérosol, mais de l'écriture. Une chose, je me souviens, la première qui est sortie, c'est comment arrêter de se faire chier. Parce qu'en fait, je me faisais chier, je me sentais seule, un peu vide et comme ça. Et du coup, ça m'a fait rire. Et puis j'ai dit, voilà, je pourrais poser des questions semi-érudite, enfin semi-philosophique. Donc une fois de plus, l'art et thérapie, est utilisé comme thérapie. Oui, enfin, thérapie, le mot est fort. Oui, mais pour pas se faire chier. Parce que c'est chiant, quoi, sinon. Se lever tous les matins, c'est vraiment chiant. Alors, pour ne pas rester sur une note qui soit chiante, pour le dire comme il le faut, il y a donc toute cette série très colorée, très vive, qui advient dans cette année 2018 qui vient de s'écouler. Alors c'est vrai que c'est une série dont le motif récurrent, c'est le crâne, parce que finalement, la mort est omniprésente. Oui.
Et là, là c'était la mort d'un amour. Si ce n'est que la mort d'un amour, l'amour refleurit toujours. J'ai réussi à le faire ressusciter, t'imagines? Et c'est drôle parce que oui, le seul catalogue d'art que j'ai acheté cet hiver-là, c'est Munch, la pièce que tu as pris. Du coup, voilà, je me suis sentie en connexion directe avec ce pauvre mec qui était d'ailleurs très malade aussi. Hein. Oui, absolument. Ouais. Voilà. Et qui avait du mal avec justement à aimer et tout ça. Voilà. Et puis ensuite, voilà, ça prend quand même des allures très festives. Finalement, cette Mais mort oui, est joyeuse. Mais oui, mais parce que quand même, j'arrive un peu à rire de moi. Enfin, je vois bien que c'est un peu ridicule. Écoute, tu vois, je n'y avais pas pensé, maintenant que je les regarde. Si jamais je fais une deuxième version d'une exposition que j'ai appelée « Viens la mort, on va danser », parce que je trouve que c'est très beau, il faudra absolument que tu fasses partie de cette exposition. Et comme cela, nous serons dans la légèreté, dans l'allégresse, et on ne sera pas tellement dans la destruction. Alors maintenant, je me lève et je mets la main sur le cœur et je dis que c'est la lecture. Alors là, pour le coup, la lecture d'un livre que je vous conseille à tous et à toutes. Et qui est celui qui arrive. Non. Ouais. Mais après, si tu veux, on en parle. On en parle après. Mon hommage va directement à une meuf qui s'appelle Golardia Sapienza, qui est décédée, une écrivaine italienne, peut-être que vous connaissez. Et c'était la lecture de l'art de la joie. Préparez-vous à changer votre vie, on dit comment, de but en blanc, oui, après cette lecture. Vraiment, apparemment, ça a changé la tienne. Ouais. Alors, tu vois, j'ai été effectivement chercher Marguerite Duras. D'abord parce que j'ai repéré que tu avais intitulé une expo « Détruire », ou un article a été écrit sur toi, ce qui s'appelle « Détruire ». Que tout de même, il y a eu un personnage que on n'a pas eu l'occasion de montrer parce qu'on n'était pas dans le bon PowerPoint, qui était un personnage de 1999. Quand il est malheureux, il pourrait détruire le monde. Et que la destruction, tu en as parlé. Et donc, moi, ça a trotté dans ma tête, et j'avoue que j'ai un amour absolu pour Marguerite Duras qui remonte à très loin dans ma tête. J'ai croisé dans un escalier, non pas ça, sur le palier de l'escalier de l'appartement de Claude Roy. Je sortais de chez lui, arrivait Marguerite Duras qui lui serrait la main. Donc tu vois dans quel état je pouvais être. J'avais 25 ans, j'étais par terre. Après j'étais lessivé parce que c'est une immense femme. Et puis Détruire, dit-elle, mars 1969, c'est aussi un film. C'est un film passionnant. Parce que ce film, c'est un quatuor entre 4 personnages. Tu le connais ou pas? Non. Eh bien, il va falloir absolument que tu le vois, parce que tu viens de nous donner une référence littéraire, et elle ne va pas m'échapper, elle va très rapidement, je vais prendre des notes tout à l'heure quand on va se retrouver, parce que j'ai peur d'oublier, mais je voudrais simplement te lire quelques lignes, et ça sera une manière d'arrêter cet entretien, qui sont simplement un élément de critique de cet ouvrage de Marguerite Duras. À l'époque, je n'ai même pas le nom de l'auteur. Mais comme je tombais dessus, je me suis dit, tiens, c'est fou comment ça résonne. Fulgurant comme l'amour, silencieux comme la mort, grave comme la folie, âpre comme la révolution, magique comme un feu sacré, mystérieux comme l'humour, détruire, dit-elle, ne ressemble à rien. Eh bien, j'ai presque envie de dire qu'au bout du compte, cette œuvre que tu fais, elle ne ressemble à rien, c'est-à-dire qu'évidemment, elle ressemble à tout. Philippe, merci, j'ai mal au ventre. Allez boire un coup. Merci à vous. Merci.